En titre, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, présenté hier lundi aux Ivoiriens. L'événement a eu lieu dans une résidence privée à Cocody. Ensuite, nous aborderons le sujet des chauffeurs qui utilisent le gaz butane plutôt que le carburant. Nous avons interrogé ceux de la Védicia et nous partagerons leurs avis. Madame, Monsieur, bonsoir. Nouvelle édition du 19h30. Merci de nous rejoindre. Aussi attendu que la CAN, le joyau précieux a décroché lors de la finale de la CAN Total Énergie et sur la terre des éléphants. Hier lundi, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, celui que tous les pays participants voudront s'arracher, a été présenté dans une résidence privée à Cocody. Le compte-rendu est d'Ismaël Traoré. Visa a présenté, devant un parterre de personnalités, le trophée de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, ce lundi 8 janvier 2024, au cours d'une soirée à Cocody. Après avoir sillonné les pays qualifiés pour la CAN 2023, le trophée de la compétition est en Côte d'Ivoire depuis décembre dernier. Et ce partenariat avec la CAF permettra d'intégrer nos solutions de paiement aux opérations de la CAF. Chez Visa, nous sommes convaincus que le football est plus qu'un sport. C'est une source d'inspiration, d'émotion, de fierté pour des millions de personnes en Afrique et dans le monde. Présenté aux personnalités présentes, le partenaire privilégié tient à remercier la Confédération africaine de football pour cette opportunité. À Cannes, nous chercherons avec nos partenaires bancaires et fintech à impacter positivement l'économie ivoirienne au travers des nombreuses actions structurantes que nous menons depuis des mois afin d'accélérer l'acceptation de paiement en Côte d'Ivoire, mais également l'émission de cartes. Pour rappel, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent ce samedi 13 janvier 2024 les Djoutous de la Guinée-Bissau lors du match d'ouverture de la 34e édition de la CAN 2023. Et puis, on vous le disait dans une édition précédente, les 27 joueurs ivoiriens sélectionnés pour la CAN 2023 ont été dévoilés par l'entraîneur ivoirien Jean-Louis Gasset. Le choix des joueurs est-il stratégique, instinctif ou basé sur l'ancienneté des joueurs? Peut-on et doit-on se fier aux joueurs sélectionnés? Toutes ces questions auxquelles vous vous posez ont trouvé des réponses grâce à cet élément de Rosita Conan. Découvrons cela ensemble. Pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, la liste du commando ivoirien a été dévoilée le 28 décembre par le sélectionneur ivoirien Jean-Louis Gasset. Pour Arnold Dakouri, journaliste sportif, la Côte d'Ivoire n'a pas un portier rassurant. On avait un poste à problème qui était le poste de gardien de but. Jusque-là, ça causait des soucis, mais je pense qu'on a réussi à trouver l'équilibre entre un jeune gardien qui enchaîne de bonnes performances en France. Il fait des clean sheets en la personne de Yaya Fofana et des gardiens expérimentés comme Sangaré Ali Badra qui pourront apporter le plus dans cette compétition. Si la charnière arrière ne fait pas rêver tous les amoureux du foot, le milieu ivoirien du pays organisateur de la CAN 23 fait rêver certains analystes sportifs. En défense aussi, on peut dormir tranquille avec des défenseurs expérimentés comme Serge Aurier qui ont déjà remporté la CAN en 2015. Qui vont épauler les jeunes garçons que sont Ousmane Diomandé et Evan Ndika. Ces jeunes garçons-là sont ce qu'il y a de meilleur en ce moment sur le continent européen en termes de jeunes défenseurs prometteurs. Au milieu de terrain, on a un trio qui fait rêver. Franck Kessié, Seko Fofana et Ibrahim Sangaré. Ce sont trois bons milieux de terrain qui vont apporter beaucoup dans l'entrejeu. Cette équipe, ce qui me rend encore confiance, c'est vraiment le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire. Vous avez un milieu de terrain avec trois joueurs qui sont des joueurs top classe. Ibrahim Sangaré, Seko Fofana, sans oublier Franck Yannick Kessié. Ces trois-là sont très importants, sont très expérimentés. Et quand vous ajoutez à cela Lazare Amani qui vient d'arriver dans ce milieu de terrain de la Côte d'Ivoire pour cette Coupe d'Afrique des Nations, l'une des surprises du chef. Quand vous y ajoutez aussi Idrissa Doumbia qui est un Yaya Touré en miniature, même s'il y a beaucoup de choses à travailler encore pour lui. Mais le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire me rend tellement confiant que pour moi, si on se base sur ce milieu de terrain-là, la Côte d'Ivoire est capable de battre n'importe quelle équipe de cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour Yacoub Traoré et Arnold Dakouri, la Côte d'Ivoire pourrait faire de grandes surprises lors de cette compétition. La Côte d'Ivoire a tout ce qu'il faut pour aller le plus loin dans cette compétition et même pour remporter le trophée. Donc dire que les demi-finales, est-ce qu'on pourra y aller ou est-ce que les demi-finales sont notre objectif? Je pense que quand on s'appelle la Côte d'Ivoire et quand on organise la CAN 40 ans après,
l'objectif ne peut être que de remporter la compétition. Sans oublier, évidemment, derrière, des joueurs comme Evan Ndika et Diomandé qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps, mais qui donnent une satisfaction totale à toute la Côte d'Ivoire. Donc dans tous les secteurs de jeu, vous avez des joueurs capables d'élever le niveau, de rehausser le niveau quand il faudra pour aller chercher une victoire. Et à cela, quand on ajoute l'accompagnement du public ivoirien, ça donne quelque chose de forcément intéressant. Ils sont conscients de ce qui les attend ici en Côte d'Ivoire. Donc tout cela l'ont mis dans l'autre. Pour moi, je suis confiant. Je pense que cette équipe de la Côte d'Ivoire peut aller chercher sa 3e étoile africaine dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Même si encore, je le précise, la Côte d'Ivoire n'est pas favori, mais la Côte d'Ivoire est l'une des équipes qui peut faire sensation, qui peut surprendre même les Ivoiriens dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour rappel, l'équipe nationale ivoirienne de football a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations en 1992 et la seconde en 2015. À présent, intéressons-nous à ce que pensent les Ivoiriens de l'organisation de la CAN, y compris les préparatifs dans toutes leurs facettes. Philippe Akoué et Sarah Michel. La CAN en Côte d'Ivoire débute le 13 janvier. Entre les différents résultats des éléphants lors des matchs préparatoires et l'organisation structurelle par le COCAN, les Ivoiriens se disent prêts à accueillir cette 34e édition de la grande messe du football africain. Je pense que nous sommes prêts, vu les matchs de préparation qui se sont passés. Voilà, et nous avons eu des résultats vraiment assez convaincants, je veux dire, voilà, par rapport à certaines équipes même de renommée. Voilà. Et aussi, il faut saluer aussi le travail que M. Gassi fait, parce que par le début même, la Côte d'Ivoire n'était pas assez prête même au niveau collectif. Voilà, avec tous les joueurs même que nous avons, mais aujourd'hui, ils nous montrent quelque chose vraiment de séduisant. Avec les matchs amicaux, moi j'ai vu que c'est vrai que la Côte d'Ivoire gagne, mais la Côte d'Ivoire n'est pas prête. La Côte d'Ivoire n'est pas prête. Et je veux que la Côte d'Ivoire fasse encore beaucoup d'entraînement. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Plusieurs d'entre eux se sentent confiants au niveau des infrastructures concernant cette CAN. L'organisation se passe bien. Je vois qu'ils ont fini, les différents stades, ils ont fini. Bon, on avait un problème à MVP parce que bon, l'eau rentrait, tout et tout. Bon, on voit qu'ils ont fait le réaménagement. Bon, on va voir si la pluie vient, on va voir si le problème persiste encore. Au niveau structure, on a des beaux stades quand même. On a des hôtels. Les Ivoiriens sont dans l'hospitalité d'accueillir les personnes. Moi, c'est au niveau discipline aussi, l'État ivoirien qui met tout en œuvre pour que cette CAN se déroule dans les bonnes et meilleures conditions. Donc je pense qu'on est prêt. Selon les informations que nous avons, nous pensons que la Côte d'Ivoire est prête à accueillir cette compétition au niveau de l'infrastructure. Nous sommes prêts, la Côte d'Ivoire est prête à accueillir cette compétition. De la préparation des Ivoiriens à la finalisation des infrastructures, ces derniers attendent impatiemment le début de la CAN 2023 en espérant que la Coupe restera à domicile. Il y a quelques années, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, promettait un nouveau visage bien plus beau que celui actuel du quartier Boribana. Cependant, aujourd'hui, la population de ce quartier précaire s'inquiète. Les engins de destruction arrivés dans le quartier il y a quelques jours semblent déterminés. Ainsi, la question que l'on se pose, c'est le quartier populaire de Boribana, situé dans la commune d'Atekoubé, sera-t-il rasé cette année? La menace qui pesait depuis des années sur le quartier semble cette fois-ci bien réelle. Ismaël Traoré, Rosida Konan et Sarah Michel. Je m'occuperai des conditions de vie des 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers comme Boribana, Gobelé, Accro Miabla, Koumassi Campement, Sagoué, PK18, etc. Dans quelques jours, les musulmans de ce quartier ne pourront plus fréquenter cette mosquée. Les quelques 28 000 habitants du quartier Boribana refusent la destruction sans compensation de ce quartier précaire qui existe depuis plus de 60 ans. Ils soupçonnent les autorités de vouloir nettoyer la ville avant le lancement de la CAN. Les gars parlent de la CAN. Ils parlent de la CAN. Bientôt c'est de la CAN, il faut nettoyer. Il faut libérer les voies. C'est pourquoi j'ai dit d'ailleurs que ça c'est des habitations. Ce ne sont pas des magasins où les gens exercent des commerces.
c'est des habitations. Et puis ces habitations sont touchées par le projet du 4e pont. C'est de ça qu'il s'agit, le projet du 4e pont. Voilà pourquoi le PTUA, la Géoroute, ils travaillent avec nous en parfaite collaboration pour que ces impactés qui se trouvent dans l'emprise du pont soient dédommagés. Et le dédommagement a commencé, mais on n'a pas encore fini. Voilà où se trouve le problème. Dans le sous-quartier de Boribana, les petites maisons au toit des tôles sont désormais coincées entre la lagune Ébrié et l'imposant 4e pont. Nous n'allons pas contre le gouvernement, même pas contre les autorités de notre commune. Mais seulement nous voulons une solution et puis comprendre pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils vont casser chez nous. C'est ce que nous voulons savoir. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Nous habitons à la marine. La marine n'est de près ni de loin dans cette emprise de pont, ni le dégagement qu'on dit en général des villes d'Abidjan. Nous sommes différents de tout ça, mais nous ne comprenons pas pourquoi le gouverneur et ses membres ont défilé de chez nous, de Boribana jusqu'à la station Shell, vers la sortie, vers la maison de pas contre le gouvernement, même pas contre les autorités de notre commune. Mais seulement nous voulons une solution et puis comprendre pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils vont casser chez nous. L'annonce des services du ministre Cissé Bakongo de détruire le quartier en 72 heures a créé le traumatisme total dans ce quartier. Aujourd'hui, le pont est venu à Boribana. Pendant les travaux du pont, ils ont identifié les personnes qui se trouvent dans l'emprise du pont et ils sont là de demander ces personnes-là. Mais les restes du quartier qui est là, nous demandons au gouvernement, surtout au chef de l'État, de voir ce cas. Il y a des experts en Côte d'Ivoire, des grands ingénieurs en Côte d'Ivoire. Ils peuvent faire la restauration de ce quartier-là, qui peut devenir un très joli quartier au bord de ce nouveau pont. Moi, je pense que s'il y a la bonne foi, il pourrait transformer l'image de Boribana. Les habitants disent ne pas être contre le développement du pays, mais réclament un dédommagement. Utiliser du gaz butane comme palliatif au carburant, c'est une option que certains chauffeurs ont choisie. Conscients des risques et de l'interdiction de cette pratique par l'État, ces chauffeurs ont décidé de fermer les yeux et les oreilles. Tout ce qu'ils comprennent, c'est la hausse des prix du carburant. Nous avons interrogé ceux de la ville d'Issia. Voilà ce qu'ils nous disent au micro de Stéphane Kouassi. Dans plusieurs villes de l'intérieur du pays, l'utilisation du gaz butane en lieu et place de l'essence ou du gasoil dans les véhicules de transport en commun est de plus en plus récurrent. Les utilisateurs pointent du doigt la hausse constante du prix du carburant. Les conducteurs de taxi dans la ville d'Issia préfèrent le gaz butane. La ville n'est pas grande, on prend le gaz là. Si c'est essence là, on peut pas gagner l'argent. Si c'est gaz là, c'est mieux. Taxi là. Souvent, là, si tu gagnes 20 000, là, moi, tu prends 3 bouteilles, 7 000. Bon, si c'est essence, là, tu veux dépasser moins 15 000 comme ça. Bon, tu ne peux pas partager l'argent à la maison. Donc, si c'est gaz, là, tu vas prendre 7 000, reste à tu vas gagner 10 000 comme ça. 4 bouteilles avec 9 000, 3 bouteilles avec 7 000. On ne gagne pas client comme ça. Pour ça, si c'est petite ville comme ça, là, le gaz là, est mieux. Mais si c'est grande ville comme ça, là, tu veux prendre essence. Mais il y a beaucoup de clients là-bas. Bon, parce que le carburant est très cher. Bon, 3 bouteilles par jour. Souvent, si tu roules trop 4, notre vie est en danger, mais c'est l'argent aussi. Donc, N'ayant pas le choix, les passagers sont dans l'obligation d'utiliser ces taxis pour effectuer les différentes courses. Si nous avons peur, on n'a pas le choix. C'est ce qu'ils utilisent tous dans la ville, donc on fait avec. Devenue une activité juteuse, plusieurs points de vente et de recharge de gaz butane dans les véhicules sont installés dans la ville d'Issia. La ville d'Issia, c'est une ville qui est petite. Aussi la ville, c'est une ville qui est très pauvre. Donc nous allons installer les machines pour pouvoir installer le gaz dans les véhicules. Bon, pour qu'ici, par exemple, comme ça, eux, ils peuvent prendre une bouteille de gaz à 2000. Bon, là, ça leur permet de gagner les recettes. Voilà, c'est pour cela. Sinon,
il n'y a rien de grave. Au fait, c'est le prix du carburant qui fait. Voilà. Ok, ici nous sommes dans les petites zones qui ne marchent pas trop. Voilà. Vu que, bon, tu as roulé, tu as pris essence 25 000 francs. Et puis tu vas avoir combien comme recette pour réparer ton véhicule? Non, ça ne peut pas. Nous, on reconnaît que le gaz est dangereux. Voilà, moi, je travaille dans le gaz, je reconnais que c'est très dangereux. Mais, vu le coût des choses là, pour pouvoir s'en sortir là, il faut ça. Rappelons-le, la loi numéro 92 du 30 juillet 1992 condamne l'usage du gaz butane à des fins de carburant par les véhicules à une peine d'emprisonnement partant de 15 jours à 1 an et ou une amende de 100 à 500 000 francs. Le PDCI-RDA a démarré ce lundi à la maison du parti à Cocody une caravane d'adhésion collective et publique. Nous sommes à la phase de lancement dénommée la Semaine du Militant. De quoi s'agit-il réellement? Les réponses avec Aboubakar Siddiq. Ce matin, comme Narcisse, des centaines de personnes se sont rendues au siège du PDCI-RDA pour effectuer leur adhésion au parti dirigé par Tidiane Thiam. J'ai choisi le PDCI-RDA qui est le parti qui nous a donné l'indépendance, qui a planifié le développement de notre nation. Et aujourd'hui, avec ce nouveau vent que ce parti propulse, nous propose, nous jeunes, j'ai décidé d'adhérer aujourd'hui. J'ai profité de cette vague d'adhésion pour faire mon adhésion officielle. Ces adhésions ouvertes au parti du père de l'indépendance en Côte d'Ivoire sont placées par ces nouveaux militants sous le prisme de l'espoir et du changement. Ça donne de l'espoir. D'abord, retenez qu'au niveau de nos délégations, il y a des jeunes qui jusque-là ne sont pas dans nos fichiers. Donc c'est l'occasion de les amener, de les appeler à venir se mettre sur le fichier du parti. J'ai décidé de prendre ma carte de militante PDCI-RDA parce que pour moi, c'est une lueur, une nouvelle lueur qui s'abat sur nous. Moi-même, actuellement, le domaine que j'exerce, je sais ce que les difficultés que je surmonte sur le terrain. Par exemple, là, aujourd'hui, je veux du changement. Puis je suis venu me faire adhérer au PDCI. Et ça représente un espoir pour qu'en 2025, on puisse installer notre président comme président de la République de Côte d'Ivoire. C'est tout le sens du combat que veut mener les dirigeants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à travers cette opération. Je profite donc de votre antenne pour lancer un appel aux populations, pour lancer un appel aux jeunes et tous les sympathisants du PDCI-RDA de passer par ici pour établir leur adhésion. Ils ont choisi spontanément le PDCI et nous pensons qu'ils ont bien fait de le faire. Le PDCI est un grand parti et nous pensons évidemment que le PDCI va naturellement à la conquête du pouvoir d'État. Vous savez, dans un tel environnement, il s'agit d'un environnement démocratique et qui se juge au nombre des militants. Par conséquent, évidemment, plus nous sommes nombreux et plus on se donne des chances de gagner. Présent sur les lieux pour une supervision depuis 8 h du matin, le secrétaire exécutif chargé des nouvelles adhésions, du recrutement et des nouveaux électeurs fait le point de la situation à mi-journée. Cette opération, appelée caravane d'adhésion, qui va avoir lieu en 2 phases, une phase maintenant du 8 au 13 et l'autre phase après la CAN, est, j'allais dire, la possibilité, l'opportunité offerte à chacun et à chacune de montrer son militantisme en passant du statut de sympathisant au statut de militant. Là, nous enregistrons autour de 400 à 500 personnes. Et ce qui est manifeste et frappant, c'est que la plupart sont des jeunes gens, des jeunes étudiants, des jeunes travailleurs, des jeunes qui frappent à la porte de l'emploi, des jeunes qui ont leur diplôme, et vous avez également un gros lot de femmes qui se manifestent. Nous attendons pour cette première opération 3000 personnes au bout des 6 jours. Mais je pense que nous sommes partis pour dépasser largement cela.
Ouverte le 8 janvier 2024, la première phase de la caravane massive d'adhésion au PDCI RDA prend fin ce samedi 13 janvier 2024 et concerne uniquement le district autonome d'Abidjan. L'opération se poursuivra dans les autres villes du pays et dans les délégations étrangères après la CAN 2023. L'enjeu, l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Informer, surveiller, éduquer et influencer l'opinion publique, tel est le rôle de la presse. Pourtant, certains Ivoiriens remettent en doute ce premier rôle de la presse ivoirienne. Voici ce qu'ils nous disent. Stéphane Kouessi et Aboubakar Siddiq. La place de la presse ivoirienne est de plus en plus fragilisée par l'émergence des réseaux sociaux dans l'écosystème ivoirien. Nombreux sont les Ivoiriens qui s'intéressent de moins en moins aux informations produites par les médias traditionnels locaux. Je pense que la presse ivoirienne ne fait pas vraiment son boulot. Elle a laissé, on veut dire, elle a laissé son boulot même aux réseaux sociaux. Sur les journaux aussi, ce n'est que politique. À part ça, nous vivons la vie est devenue chère. La presse doit en parler pour qu'au moins l'État puisse savoir qu'il y a une population qui sévit, mais on ne voit pas tout cela. Pour moi, en Côte d'Ivoire, la presse ivoirienne ne fait pas son boulot parce que les Ivoiriens ont des sérieux problèmes en Côte d'Ivoire et la presse se focalise sur la politique seulement. Or, pourtant, on a des problèmes la vie est tellement chère en Côte d'Ivoire et la presse ivoirienne ne critique pas ça. Moi, franchement, je ne trouve pas ça bien. Nous avons une presse qui est unilatérale aujourd'hui. Il y a des journaux qui ne paraissent plus. Ça n'émeut personne, ça ne dit rien. Donc c'est une seule vision qu'on a aujourd'hui de la presse ivoirienne. C'est ce que les presses oranges la disent là. C'est ce que nous retenons. Or, la vie que nous avons n'est pas critiquée. Il y a le courant qui a augmenté. Il y a les factures qui viennent chaque 2 mois et qui sont exorbitantes. Mais non, ça ne fait rien à quelqu'un. Donc à ce niveau-là, je pense que la presse ne fait pas vraiment son travail qu'elle doit faire. Selon la rue, la presse en Côte d'Ivoire n'exerce pas librement, ce qui impacte directement l'audience des médias. La presse ivoirienne même, ils ont peur de l'autorité du pays. Parce que si tu dis la vérité du pays, ils vont se sanctionner. Souvent, il y a les télés, souvent, tu vois, non? Donc, ils vont selon la loi du pays. Voilà. Si la vérité de dit tout, là on sait que c'est ça, mais souvent d'autres cachent. Personnellement parlant, je ne suis pas même les chaînes ivoiriennes. Parce que je pense qu'elles ne véhiculent pas les informations telles qu'elles sont. Voilà, donc sincèrement parlant, je préfère sincère envers vous. La presse ivoirienne, sincèrement parlant, je ne les suis pas. Si peut-être c'est trop la presse étrangère. Une autre partie de l'opinion se dit satisfaite des informations que la presse ivoirienne met à leur disposition, tout en faisant des propositions pour améliorer les différents contenus de presse dans le pays. Je pense que la presse ivoirienne fait bien son travail. Je tenais à les remercier pour ça. Quand ils reçoivent les informations, j'arrive à vérifier. Quand ils vérifient, ils voient que les informations sont, en tout cas, c'est de bonnes informations, quoi. Donc je suis très fier de ça. La presse ivoirienne fait son travail. Bon, c'était avant, mais maintenant on a les bonnes informations. Il y a des choses qui se passent que maintenant nous sommes au courant. Sinon, à mon côté, la presse ivoirienne donne vraiment les informations. De mon côté, hein, de mon côté. Quand il y a les faits, là, il ne faudra pas qu'ils attendent au moins 2 ou 3 jours pour pouvoir nous donner les informations. Deux fois, c'est les réseaux sociaux qui nous donnent les informations. C'est après que la presse ivoirienne aussi nous donne les informations. J'aimerais qu'ils se focalisent un peu sur le coût de la vie. Un peu actuellement, tout est cher, c'est compliqué, quoi. Donc j'aimerais qu'ils se focalisent un peu sur la jeunesse et qu'ils rentrent un peu dans les quartiers, voir comment les gens vivent et puis comment ça se passe un peu, quoi. Ouais, pour que les autres soient informés. Parce que quelqu'un qui a Cocody ne peut pas comprendre ce que quelqu'un qui a Bobo vit. L'utilisation de manière fréquente des réseaux sociaux impacte le comportement des citoyens. Conséquence, la prolifération des fausses nouvelles. C'est la fin de ce journal. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction et réalisé par Maxwell Bekri. On se donne rendez-vous demain à 19h30.